Nous voilà pour la suite de ces présentations. Jusqu'à présent, nous avons pu regarder des données relativement empiriques. Encore une fois, des chiffres nous montrent que nous sommes à, à la veille de pénuries et de problèmes financiers qui vont précipiter toutes sortes de tendances lourdes qui vont de la pénurie des ressources jusqu'à des changements climatiques et des bouleversements, on va dire, sociétaux, phénoménaux à cause justement de changements par les sécheresses, par les pluies, par des pénuries d'eau douce, pénuries d'énergie, pénuries de pétrole, pénuries de matières premières, vont créer des conflits, des guerres, et jusqu'à présent, nous avons regardé plutôt des données empiriques et quelques solutions que j'ai trouvées malheureusement non réalistes parce que nous n'avons ni les capacités ni la volonté de les appliquer. Mais à partir de maintenant, je vais plutôt vous exposer ce qui, à mon sens, sont les conséquences de tout cela. Alors là, bien sûr, j'admets que c'est tout à fait discutable et que l'on peut certainement contrer beaucoup de mes arguments ici, car personne ne peut prédire l'avenir, mais nous sommes tout de même, ma thèse est que nous sommes tout de même face à un risque très très fort d'effondrement de notre économie globale, et je parle bien sûr d'effondrement économique parce que tout ce qui nous fait vivre est économique aujourd'hui. Notre économie, notre système économique global, il est à la fois extrêmement complexe, extrêmement imprévisible et extrêmement fragile à mon sens. Donc, il est intéressant de voir quels sont d'abord les mécanismes de cet effondrement. Qu'est-ce qui va faire, selon moi, que nous allons vers l'effondrement? Je pense tout d'abord que nous avons des classes dirigeantes, des classes politiques d'abord, mais aussi des oligarchies au-dessus qui dirigent en fond le monde, qui sont d'une part dogmatiquement programmés pour avoir des réflexes qui vont à l'encontre des bonnes solutions pour la bonne gestion du bien commun. D'autre part, je pense qu'ils ont extrêmement peu de connaissances dures. Ce sont des gens qui ont été dans les affaires, qui ont fait beaucoup par la parole, qui ont beaucoup fait dans le commerce, mais ce sont rarement, sauf exception bien sûr, des ingénieurs, des gens qui ont fait fortune. Je veux dire, si vous êtes un chercheur universitaire dans les sciences de l'environnement, vous ne faites pas fortune. Vous n'êtes pas en position de pouvoir. Et donc, personne ne vous écoute. Or, les personnes qui ont les commandes sont des personnes qui sont au mieux incompétentes et au pire malveillantes. Et je crois que elles ne vont rien faire et elles vont rester sur le navire qui coule par bêtise, beaucoup par incompétence à mon avis. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Je pense que il faut vraiment factoriser l'égoïsme de la société actuelle comme étant probablement sans commune comparaison dans l'histoire de l'humanité, je crois. Je pense que nous sommes dans des sociétés avec un nombrilisme et un égocentrisme absolument phénoménal et que nous sommes totalement incapables de penser aux autres et de penser au bien commun. Et ça, c'est aussi une conséquence du monde moderne, malheureusement. Monde moderne qui nous a amené beaucoup de belles choses et de grandes choses, mais qui malheureusement a aussi, et elle est trop loin, et qui nous a détruit ce qui faisait le lien social, ce qui faisait le lien entre les personnes, et aujourd'hui, même au sein des familles, nous voyons un délitement total des relations, et je pense que nous sommes et ici un dessin de Crumb déjà dans les années 70-80 avait identifié la problématique de manière évidemment humoristique. Je pense que nous sommes, par la convergence des catastrophes de pénurie de ressources, de surpopulation, de mode de consommation, de création de déchets, d'effondrement de niches écologiques, et puis de l'effondrement de notre système financier face à un effondrement du système, un effondrement économique total. Et la bonne nouvelle, ou si on veut, c'est que les expériences de ce d'effondrement, eh bien, on peut les observer dans des civilisations passées. Il y a de nombreuses civilisations qui se sont totalement effondrées dans l'histoire
Alors, les plus spectaculaires probablement ont été la civilisation de l'île de Pâques, la civilisation Maya, et d'ailleurs, comme pour pratiquement toutes ces présentations, je pourrais vous parler une demi-heure ou une heure sur chacune de ces photos. Mais certainement, l'expérience est vraiment très intéressante dans ces civilisations. Rome, plus proche de nous en Europe, bien sûr, Rome qui a dominé la grande majorité de l'Europe et du bassin méditerranéen pendant presque 1000 ans, eh bien, c'est une civilisation qui s'est également effondrée. Effondrée de manière relativement rapide et brutale tout de même, et brutale parce que la population est passée de près de 1 million d'habitants en l'an 300, en l'an 400, à une population de 30 000 habitants dans le haut Moyen-Âge, au début du haut Moyen-Âge. Et ça, c'est quand même une baisse spectaculaire de la population. Donc nous pouvons étudier ce qui s'est passé, nous pouvons comprendre quels sont les mécanismes. Après tout, nous avons énormément d'écrits, nous connaissons bien l'histoire romaine, par exemple, nous connaissons assez bien l'histoire de l'île de Pâques, nous connaissons assez bien l'histoire des Mayas, parce que nous avons beaucoup d'écrits, nous avons beaucoup de textes qui nous parlent de leurs expériences, de ce qu'ils pensaient de leur situation de leur époque. Nous comprenons leurs mécanismes financiers, nous comprenons leurs mécanismes culturels, et ensuite nous sommes capables, par l'étude ne serait-ce que des cadavres, par exemple des os, qu'est-ce que ces gens mangeaient, quelles étaient leurs carences alimentaires, donc nous pouvons en déduire quelles étaient les problématiques alimentaires, donc agricoles, etc. Nous avons de très très bonnes connaissances, ça aussi c'est une des merveilles de notre monde moderne, c'est que nous avons le temps pour que des gens brillants se penchent sur des questionnements si fascinants dans l'histoire, et donc nous pouvons bien comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais même beaucoup plus proche que nous dans le temps, l'effondrement de l'Union soviétique entre 1989 et 1992 nous montre comment un empire, comment une société à la fois extrêmement moderne, à la fois complexe, bien sûr avec ses systèmes déficients parfois, mais enfin avec une quantité de gens éduqués, de gens intelligents, parmi les plus intelligents du monde, eh bien s'est effondré extrêmement rapidement, à la surprise générale de tous les chercheurs, de tous les spécialistes, quasiment tous occidentaux, et même évidemment des soviétiques, ça c'est certain. Et nous avons pu voir quelles sont les conséquences et comment le système économique de l'Union soviétique, en redevenant russe et l'empire soviétique se fracassant en divers républiques, eh bien, nous avons pu voir quelles ont été les conséquences économiques. Donc moi j'ai étudié un petit peu toutes ces civilisations, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, et c'est vrai que j'ai trouvé quelques points qui sont relativement similaires. J'ai surtout trouvé un graphique qui, à mon avis, illustre très bien le mécanisme. C'est un graphique d'un chercheur canadien qui habite en Australie, James Graham, qui m'a aimablement permis de publier, de reproduire dans mon livre ce graphique. Il parle de transformation de système, et je pense qu'il a tout à fait juste. Il parle de systèmes, donc de systèmes économiques ou sociétals, qui sont dans des équilibres dynamiques, a priori, avec des limites, et puis lorsque commencent à arriver des changements qui augmentent les perturbations, typiquement des crises économiques, de plus en plus de guerres, de plus en plus d'inégalités, de plus en plus de tensions sociales, eh bien, on touche les limites, et les limites commencent à s'effondrer. Ou alors, on est en train d'utiliser toutes les ressources, et donc les limites se réduisent. Et donc, les oscillations du système commencent à sortir de ce que le système est capable de tolérer. Et donc, on rentre dans des systèmes de crise. Et dans ces systèmes de crise, il y a de plus en plus de désorganisation. Les gens ne suivent plus l'organisation. Les systèmes de gouvernement n'arrivent plus à tenir leur population, n'arrivent plus à organiser les ressources de la meilleure manière. Et puis, à ce moment-là, il y a forcément une réorganisation du système qui va intégrer les nouveaux facteurs. Et c'est là où tout se joue. C'est que cette réorganisation, en fait, si ça se passe bien, si on trouve des nouvelles ressources, si on trouve une nouvelle manière de se réorganiser, c'est-à-dire que si on invente une nouvelle forme de civilisation, eh bien peut-être que par de la résilience et par de la progression, nous sommes capables d'évoluer vers un équilibre à un niveau structurel beaucoup plus complexe
Et donc c'est une sorte d'évolution à un système plus complexe, probablement avec une structure sociale qui est mieux acceptée par la population et qui va permettre de trouver des nouvelles limites avec un nouveau système et de continuer une vie. Mais il se peut aussi que, à la suite de cette crise, le système se désintègre à force de trop fortes perturbations et qu'il régresse, et on appelle ça une fragmentation. Et donc finalement on retombe sur un système civilisationnel moins complexe, plus facile à gérer, tant géographiquement que sociétalement, etc. Et à mon avis, on risque de plutôt aller dans ce scénario-là, plutôt que dans le scénario où on va se réorganiser. Très franchement, j'espère que l'on arrive à évoluer plutôt que de se fragmenter, mais tout me porte à croire que nous ne sommes pas mûrs pour une évolution, et bien au contraire, nous allons nous fragmenter. Enfin, j'espère que je me trompe. Je pense que le catalyseur va être la crise financière et la crise économique, et que par définition, c'est à cause de cela que nous allons avoir de plus en plus de guerres. Je pense que nous allons avoir de plus en plus d'occupations violentes. Alors parfois ce sera fait par les Américains, parfois ce sera fait par leurs subordonnés français, britanniques, allemands, espagnols, italiens. Mais ce sera de plus en plus dur puisque ces puissances n'ont plus d'argent, n'ont plus les capacités et surtout ont des forces militaires qui ont été réduites comme peau de chagrin depuis déjà de nombreuses années. Je pense qu'on va avoir surtout une crise économique de plus en plus forte qui va aller en s'accélérant, elle peut être plus ou moins longue, et je pense que nous allons avoir de nouveau du chômage comme dans les années 30, et ajouter à cela une forte inflation qui va faire augmenter les prix, la vie de la plupart des gens va être particulièrement difficile. Ça va être particulièrement difficile si vous êtes endetté, parce que vos dettes restent et vos revenus vont baisser ou simplement vont être pulvérisés par l'inflation ou l'hyperinflation. Donc si vous avez de l'épargne, sauvegardez votre épargne en investissant dans l'or, quittez la bourse, quittez tous les investissements qui ne fonctionnent pas. Personnellement, je trouve que l'investissement immobilier urbain, typiquement dans les zones urbaines comme des zones villas, des zones même d'appartements en centre-ville, est un très mauvais investissement. Il va perdre de la valeur. Alors si vous y habitez, c'est une chose, alors payez vos dettes, mais ou vendez-le pour acheter justement ce dont on va parler plus tard, plutôt des habitations à la campagne. Mais si en revanche vous avez des investissements immobiliers, non pas pour y vivre, mais pour faire du revenu, à mon avis, c'est le moment de vendre, parce que les gens n'auront plus de quoi payer les loyers, donc ils ne vont plus vous payer, vous ne pourrez pas les expulser, puis de toute façon, il n'y aura personne pour les remplacer, et puis, de toute façon, il vous coûte ces appartements, il vous coûte en entretien, et il n'y aura plus les moyens de faire ce genre de choses, d'entretenir des appartements ou des villas qui, de manière objective, n'ont absolument aucune valeur. Sans voiture, pour l'immense majorité des gens qui habitent dans des zones villas ne voudraient plus y vivre, ne pourraient plus y vivre. Ces zones vont devenir des friches urbaines et leur valeur va tomber à zéro. Donc si vous avez une villa dans la banlieue parisienne, par exemple, dans la banlieue lyonnaise, et que vous êtes obligé d'avoir la voiture pour aller à tout endroit, pensez vraiment, la valeur de votre maison est égale à zéro. Alors si aujourd'hui vous arrivez encore à la vendre à 500 000 euros ou 1 million d'euros parce que c'est une belle maison et tout, vendez-la et partez, parce que ça vaut zéro. Si vous avez un appartement dans une banlieue, la valeur de cet appartement est zéro. Si vous habitez dans un immeuble de plus de 5 étages, si vous habitez au-delà du 5e étage, la valeur de l'appartement c'est zéro. Parce que il n'y aura plus d'électricité, vous ne pourrez plus monter. Enfin bref, je vais un petit peu trop en avance par rapport à ma présentation, mais réfléchissez bien à l'investissement de ce que vous possédez, de la valeur objective et intrinsèque des biens. Je pense aussi que nous allons avoir un risque majeur du fait que tout le système d'approvisionnement des villes est basé sur des énergies fossiles bon marché. Pensez à la nourriture par exemple. Toute la nourriture qui est dans les supermarchés est là parce qu'elle bénéficie d'un cycle de transport, d'un système de flux de transport qui sont juste à temps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun stock et tout est approvisionné chaque jour par des camions qui viennent des zones de distribution, typiquement Rungis par exemple pour Paris, mais aussi pour tout ce qui est médicaments, pour tout produit consommable que vous avez en ville. L'approvisionnement est de plus en plus à flux tendu, de plus en plus sans stock. Le zéro stock, c'est très rentable pour les entreprises.
Et puis, tout cela est basé essentiellement sur du transport routier. Vous renchérissez le pétrole, tout ceci va être en crise. Et à partir du moment où une crise par des faillites de transporteurs ou simplement par des pénuries de pétrole trop fortes, tout le système s'effondre et peut s'effondrer très très rapidement. Et là, c'est fini les supermarchés, c'est fini la bouffe, c'est fini l'eau, et là vous avez un gros problème. Et c'est vrai qu'on peut très bien observer que lorsque, pour des raisons de catastrophe naturelle ou sociale, les supermarchés ferment, très très vite c'est la panique. Les gens ne réagissent pas la tête froide, ne réagissent pas en se disant bon, les gens n'ont rien chez eux. Regardez ce que vous avez dans votre armoire. Est-ce que vous avez pour une semaine de nourriture ou 2 semaines? Probablement pas. Et vous n'avez pas l'immense majorité des gens n'ont rien de ce qui est vital, c'est-à-dire de l'eau et de la nourriture en cas d'urgence. Donc les gens vont stresser, vont paniquer, vont se ruer dans les supermarchés. Ici, ce sont des images du tremblement de terre au Chili. Et puis, nos jeunes amis habitués à avoir tout de suite et qui sont certainement frustrés par la vie, parce qu'on leur a appris à être frustrés, eh bien, eux vont, comme ici en Angleterre en 2011, eh bien, eux vont, alors ça, ce sera un bon signal d'alarme, vont se ruer en ville, non pas pour piller la nourriture, mais pour piquer des vêtements, des objets à la mode, etc. Et lorsque ça arrive, pour vous, ce sera déjà un signal d'alarme assez important que voilà, les temps durs viennent de vraiment commencer. Et je pense que ces gens-là vont très vite devenir violents parce qu'ils ne sont pas habitués à la pénurie, ils ne sont pas habitués à la faim, au froid. Et lorsqu'il n'y aura plus d'essence, lorsqu'il y a des pénuries d'énergie, eh bien c'est ça qui va se passer. Ça va craindre, ça va craindre. Et voilà, ça va mal se passer. Alors je n'ai aucune velléité de montrer du doigt aucune appartenance ethnique de ces personnes. Simplement, voilà, je pense que les personnes de certains quartiers vont devenir violents et qu'une grande majorité des gens des centres-villes sont totalement inadaptés et incapables de même imaginer le niveau de violence qui peut vite dégénérer. Alors moi je l'imagine parce que j'ai voyagé dans le monde, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé surtout en Afrique, et j'ai vu ce que ça donne au Libéria, au Rwanda, au Congo. Je me rends compte de la violence qui peut vite s'organiser lorsque vous avez évidemment des jeunes. Ce ne sont pas des gens de 60 ans qui vont piller les magasins, ce sont plutôt des personnes un peu plus jeunes qui deviennent violentes. Et quand ça devient violent, ça dégénère très très vite. Ça va très 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 vite. Alors là, j'ai pris quelques images de violence d'un côté en Afrique, d'autre côté à Haïti. Ça plaisante pas. Et en Europe, nous ne sommes plus habitués à ce genre de choses. Et pourtant, nous devrions, car nous avons déjà vu depuis de nombreuses années, typiquement des violences urbaines. Pour l'instant, c'est surtout des dégâts matériels. Ce ne sont rarement des dégâts, des atteintes à la vie, mais malheureusement, ça va dégénérer. Si ça dégénère en ville, très vite, s'il y a des coupures d'électricité, très vite, il y aura plus d'eau. Et alors là, sans eau, c'est les épidémies, les infections généralisées qui vont commencer à se déployer, et les hôpitaux risquent de très rapidement être saturés. Et si à ce moment-là vous vous dites c'est trop tard, je veux quitter la ville, vous ne serez pas le seul et ce sera trop tard. Ceci est une image de l'évacuation de New Orleans lorsque l'ouragan Katrina est arrivé. Eh bien tout le monde a eu la même super idée au même moment et il y a eu des embouteillages monstres. Ça va être difficile. Et donc cet effondrement économique risque de laisser présager un monde de demain qui ne sera pas très brillant. Alors sans doute ce sera un monde avec beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, bien que ceux-ci vont être de plus en plus locaux, de plus en plus régionaux, et il sera de plus en plus difficile pour les États, parce qu'ils vont être réduits, ils n'auront plus de revenus, parce qu'il y aura de moins en moins de revenus des impôts, etc., de maintenir l'ordre. Et comme les armées sont de plus en plus des armées de mercenaires, eh bien ceux-ci ne vont pas travailler pour la gloire et pour un esprit de nationalisme ou de patriotisme. Ils vont travailler pour l'argent. Si l'État cesse de les payer, ces armées vont devenir des chefs de guerre, des barons locaux et vont faire la loi eux-mêmes. Avant, je pense que nous allons avoir déjà une pauvreté de plus en plus accrue, de plus en plus grande. Énormément de gens vont perdre leur boulot, vont perdre leur maison, ne pourront plus pouvoir vivre dans leur domicile, n'auront plus de travail
et vont se retrouver à la rue et sans ressources et vont se débrouiller comme ils peuvent. C'est déjà le cas aux États-Unis où près de 80 millions d'Américains ne sont pas sur les listes de travail et près de 29 millions d'Américains vivent grâce à des tickets de rationnement pour avoir de la nourriture de la part de l'État. C'est des chiffres gigantesques et donc la pauvreté est en train de s'accroître de manière phénoménale. Finalement, la propagande soviétique des années 70 et 80 finit par rejoindre la réalité. Bref, ceci est assez difficile. On va voir de plus en plus de gens travailler comme ils le peuvent, travailler au noir, essayer de trouver le maximum de petits boulots. Ça commence déjà. On va voir de plus en plus de gens simplement chercher de la nourriture au jour le jour. On va voir une pauvreté, même en Occident, qui va être similaire à ce qu'on ait pu voir dans les pays du tiers-monde et qui risque d'être extrêmement grave et extrêmement répandue. Nous allons voir de plus en plus, ça existe déjà en Occident, mais nous allons la voir de plus en plus voyante, des modes de vie complètement ravagés et similaires à ce qu'on voit dans les pays pauvres. Nous allons aussi voir de plus en plus de réfugiés. Nous allons avoir malheureusement des hordes massives de gens qui vont quitter les régions où la nourriture n'est plus disponible, qui vont quitter des régions où il va y avoir des guerres civiles, où il va y avoir des conflits, et ces hordes massives de gens vont se déplacer. Les changements climatiques aussi vont avoir leur effet, puisque si ça devait être le cas que par exemple, le niveau des océans monte de plusieurs mètres, comme l'immense majorité de la population humaine habite à moins de 10 mètres d'altitude, eh bien, nous allons avoir des migrations vers l'intérieur. Toutes ces migrations, dans l'histoire, ne se sont jamais faites sans heurts. Lorsqu'il y a migration massive, très souvent, malheureusement, il y a une des populations qui extermine l'autre. Et ça, c'est évidemment le scénario le plus catastrophique. Et entre les deux, eh bien simplement, il va y avoir des masses de réfugiés, et des réfugiés, ça coûte cher, parce qu'il faut s'en occuper, ou alors on les laisse crever dans des situations atroces, ce qui est aussi abominable. Donc nous allons devoir gérer des situations vraiment difficiles, à des échelles que nous ne connaissons pas, puisqu'il va s'agir de centaines de millions de personnes qui vont se déplacer, et surtout, probablement, nous n'avons pas la capacité, la dureté mentale de savoir gérer. Pour beaucoup de gens, ils vont préférer mourir et se faire submerger plutôt que de dire non et de ne pas laisser rentrer ces personnes. C'est terrible, mais à la fois nous serons confrontés à des choix, je dirais comme le choix de Sophie dans ce fameux livre, et ça va être terrible. Et je pense que nous allons devoir soit apprendre à devenir beaucoup plus durs, soit malheureusement périr, parce qu'il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, et que malheureusement ces pauvres gens, et ce n'est pas leur faute, vont malgré eux se transformer comme une horde de criquets qui se répandront à travers le monde, malheureusement, en détruisant tout ce qui existe, toute la nourriture, tous les champs, et que malheureusement il va falloir gérer ça, et je n'ose pas imaginer les solutions qu'il va falloir mettre en place. Et croyez-moi, je regrette cette situation et cet état de choses. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien dans tous ces pays qui vont être en crise, et si vous croyez que ce n'est que l'Égypte ou le Pakistan ou le Nigeria qui vont avoir des problèmes, détrompez-vous. Que pensez-vous va arriver à la région parisienne lorsqu'il n'y aura plus de distribution de nourriture? 12 millions d'habitants sur une centaine de kilomètres carrés. Comment ça va se faire? Vous croyez qu'ils vont rester tranquilles? Non, non, ils vont se déplacer à l'intérieur de la France. Et ça aussi, va falloir le gérer. Et puis dans le chaos, et probablement avec l'État qui va se déliter de plus en plus, qui croyez-vous va prendre le contrôle? Et oui, ce sont les gangs, les mafias, parce que eux, déjà aujourd'hui, ils sont capables de prendre le contrôle. Et nous voyons ici une image d'un gang de Los Angeles, avec le monsieur au milieu, avec son fusil à pompe, qui ne respecte pas la troisième loi de sécurité, il a son doigt sur la gâchette, c'est abruti. Mais enfin, nous voyons des gangs qui sont habitués à la violence, qui sont soudés, ils travaillent en clan, ils se font confiance les uns les autres, et ils sont déjà parmi nous. Et le jour où ça va aller mal, le jour où la police ne peut plus faire son travail, ou ne veut plus faire son travail parce qu'elle a disparu ou parce qu'elle n'est plus payée, eux vont faire le travail.
eux vont rétablir l'ordre, et croyez-moi, on va y perdre au change, parce que ces gens-là n'ont peur de rien. Ces gens-là n'en ont rien à faire de votre vie. Ils n'en ont rien à faire de votre vie, de celle de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, et ils vous mettront, tel le seigneur féodal, mais avec un contrat social pas très intéressant et pas très favorable envers vous, ils vous mettront sous leur domination. Et ça va chier. Une autre possibilité, ce sont des milices. Des milices sur des lignes peut-être idéologiques. À mon avis, on va retrouver un certain atavisme humain qui est celui de la ligne ethnique. Nous allons avoir les latinos avec les latinos, avec des subdivisions. Alors il y aura ceux du Mexique avec ceux du Mexique, ceux du Salvador avec ceux du Salvador. Enfin ça c'est plutôt pour les États-Unis. Et je pense qu'en Europe, nous allons voir des fractures ethniques avec des milices qui vont se créer autour de la migration chinoise, vietnamienne, pakistanaise, nigériane, jamaïcaine en Angleterre par exemple, algérienne, marocaine, sénégalaise, etc., etc., malienne, etc. en France, turque, irakienne en Allemagne, etc. Ceci ne présage rien de bon, parce qu'à partir du moment où une société se divise sur des lignes ethniques, avec des milices, avec des violences, nous allons découvrir que toutes ces ethnies dans le monde sont hyper racistes, et que, entre guillemets, l'homme blanc est probablement à la limite, l'une des civilisations les moins racistes dans le monde, malgré ce qu'on nous a fait croire. Mais enfin bref, je pense qu'en étant tous des êtres humains, on se vaut tous à peu près à ce jeu-là. Mais enfin, ça va pas être triste, parce que, comme on est tous obligés de vivre sur le même territoire, ça va chier. Et puis nous allons voir de plus en plus, dans des situations de guerre, ici je crois que c'est en Tchétchénie, eh bien, l'embrigadement des jeunes, nos enfants vont devenir adultes très très vite. L'adolescence, qui est une invention du XXe siècle, va de nouveau disparaître à mon avis, et nous allons avoir des jeunes de 12, 13, 14 ans qui vont être enrôlés dans des milices, par les mafias, etc. Et ça, c'est vraiment assez terrible à le voir si vous avez des enfants comme moi. Et c'est ce qui a été le cas, et puis on peut imaginer que voilà, des milices créent l'ordre. Nous avons eu l'exemple malheureusement en Yougoslavie, dans la guerre civile meurtrière qui a eu lieu entre Serbes, Bosniaques, Croates et plus tard Kosovars. Et là aussi, à la fin, énormément de milices se sont créées, énormément de milices ont commis des exactions terribles. Là aussi, tout a échappé au contrôle de l'État. On peut imaginer également que l'État ait un soubresaut de tentative de maintenir l'ordre par un renforcement de l'État policier. Personnellement, je ne le crois pas, parce que je crois que l'État va perdre ses revenus. L'État est de plus en plus incompétent et incapable de comprendre l'étendue du chaos. On le voit aujourd'hui, il y a déjà énormément de chaos dans énormément de villes, même en Occident, et l'État n'est déjà pas capable de contrôler le territoire, il n'est déjà plus capable. En France, nous voyons beaucoup de banlieues où l'État ne fait plus sa loi. Et c'est en train de commencer, même dans un pays tranquille comme la Suisse, il y a certaines zones où finalement la police ne veut ou ne peut plus aller. Alors c'est encore petit, mais en France c'est devenu énorme, en Angleterre également, en Allemagne aussi. Je ne crois pas que l'État va être un problème, je ne crois pas qu'on risque d'avoir un État qui va mettre son nez dans tout, mais c'est possible, c'est pas complètement impossible. Et quant à nous, citoyens, que allons-nous faire? Je nous vois mal sortir en costard-cravate, armés de vieux tromblons de nos grands-parents, et surtout nous n'avons pas l'esprit et la mentalité, nous ne sommes pas formés depuis notre jeunesse à un monde violent, nous allons être totalement surpris, surtout pour l'immense majorité d'entre nous qui sont des travailleurs du tertiaire qui passent leur vie, le cul assis dans une bagnole dans des embouteillages, ou le cul assis dans des bureaux. Ça va chier pour nous autres. Donc, il faut se préparer. Et pour se préparer, avant de vous préparer, il faut que vous preniez une décision. Et cette décision, vous ne pouvez la prendre que vous-même. Ce n'est pas moi qui peux vous la prendre pour vous. Ce n'est pas seulement en lisant mon livre que vous aurez toutes les informations nécessaires pour la prendre. C'est quelque chose que vous devez prendre vous-même avec une mûre réflexion. La décision, c'est que face à un avenir largement incertain et qui a priori va être pas très sympathique, vous avez un certain choix. Soit il y aura un effondrement ou pas, si on prend un tableau de décision, soit vous êtes prêt ou pas. Et donc, si vous vous préparez,
et qu'il n'y a pas d'effondrement, bah, vous aurez dépensé de l'argent, vous aurez utilisé une partie de votre temps, et probablement bah, vous aurez l'air un peu bête parce que tout le monde vous aura vu vous préparer, vos amis, votre famille, et puis comme il n'y aura rien, vous avez l'air con. Mais vous aurez appris pas mal de choses, vous allez le voir. Si en revanche, il n'y a pas d'effondrement et que vous ne faites rien, bon ben tranquille, rien ne change dans la vie, vous pouvez continuer votre métier pourri, vous pouvez continuer à déprimer, tout va bien. Si en revanche il y a un effondrement et que vous êtes prêt, vous avez une bonne chance de survivre et on va voir comment. Si en revanche il y a un effondrement et que justement vous n'êtes pas prêt, ça va chier. Vous allez avoir, votre vie va changer avec des effets catastrophiques pour vous et votre famille et ça risque de très très mal se passer. Et rappelez-vous ce qui s'est passé aux populations qui sont surprises par des guerres, surprises par des invasions. Et je prends toujours l'exemple des Juifs en Pologne. C'est certainement une population qui, en tout cas dans les années 30, n'avait absolument rien à se reprocher, qui n'avait rien, qui était plutôt bien intégrée dans la population en Pologne, surtout les populations urbaines, et les populations de campagne avaient absolument étaient relativement isolés dans leur village, et tout d'un coup, la Pologne fait son arrogante, il faut le dire, refuse des demandes de l'Allemagne relativement, il faut aussi le dire dans l'histoire, relativement raisonnable, force la guerre parce qu'elle est garantie par l'Angleterre, voilà, elle perd la guerre évidemment très vite, et les populations juives polonaises se retrouvent dans la merde, et se retrouvent exterminées dans les 4 années qui suivent, d'abord spoliés, puis ensuite groupés dans des camps, et ensuite exterminés. Voilà, si vous étiez un juif polonais, et que vous aviez des informations, à partir de la fin des années 30, je pense qu'il aurait fallu commencer à se préparer. Beaucoup ont dit non, l'Allemagne ne nous envahira jamais. Après tout, le gouvernement polonais est un gouvernement d'un régime plutôt fasciste, donc proche des idéologies allemandes. Il n'arrivera rien, on négociera. Et puis après, ils se sont dit non, mais après tout, nous sommes alliés avec l'Angleterre nous protégera. Eh ben non, ce fut l'Union soviétique et l'Allemagne nazie qui les ont chopés très vite. Et en même temps, voilà, il fallait être prêt à partir. En septembre-octobre 1939, il y avait encore le temps de fuir en Union soviétique, de fuir en Roumanie. Il fallait être prêt. L'immense majorité des Juifs polonais, malheureusement pour eux, eh bien, n'étaient pas prêts. Je prends souvent cet exemple parce que je sais que dans la famille de ma femme, ils ont recueilli des Juifs polonais qui avaient fui par l'Allemagne, donc ils étaient carrément passés par l'Allemagne, et les ont recueillis en Suisse pendant toute la guerre. Et donc elle me racontait ces histoires de gens qui s'étaient complètement retrouvés d'une part ruinés, mais aussi surpris, et qu'en fait, avec du recul, et ça a causé énormément de dépression et même des suicides plus tard, ils se sont dit mais pourquoi on n'y avait pas pensé, après tout, c'était évident, c'était évident, c'était évident. Et oui, c'était évident, mais quand c'était évident, ils n'ont rien fait. Donc malheureusement, c'est comme ça. Et l'immense majorité des gens ne vont rien faire. Mais vous, qui êtes informés, vous avez la capacité de prendre la décision, et cette décision, il faut la prendre. Pas forcément maintenant, mais dans quelques jours. Réfléchissez bien, lisez mon livre. Et d'ailleurs, être prêt, vous allez le voir, ce n'est pas seulement dans le cas d'un effondrement économique global, mais après tout, ça peut servir s'il y a même des catastrophes locales. On voit ici une image de réfugiés japonais de Fukushima, à cause non pas de Fukushima, mais du tsunami qu'il y a eu au Japon en février 2011. Eh bien, voilà, ces gens ont tout perdu, ont perdu leur maison, ils ont eu la chance de sauver leur vie, et ils se retrouvent réfugiés, ils n'ont rien. Peut-être que s'ils avaient eu quelques préparations, évidemment des préparations pertinentes dans le cas d'un tsunami ou de tremblement de terre, eh bien, ils auraient moins besoin d'aide, moins d'aide, parce qu'aujourd'hui ça va, l'aide elle arrive, mais si un jour elle n'arrive plus, vous êtes vraiment coincé. Et on voit typiquement, ça c'est à Haïti, là aussi, c'est une préparation qui aurait été bienvenue en cas de tremblement de terre. Et alors je sais que beaucoup de gens, par exemple en Californie, à Los Angeles, etc., ils ont une préparation en cas de tremblement de terre. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, parce que nous ne sommes pas à l'abri de catastrophes locales, et même une petite préparation de manière locale pourra vous aider dans le cas d'un effondrement économique global.